C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 22 janvier. À d'abord, en Suisse, le cri du couloir vert Kivu, Kinshasa se fait entendre dans la bouche du premier d'entre les Congolais. La mobilisation doit être immédiate. Le projet rassure la paix, les emplois et l'agriculture. L'attitude un peu mégalo du président Kagame, qui est passé à très bavard ce dernier temps, explique parfois son obstination à maintenir l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les propos du ministre de la Communication et des Médias sur France 24, dont vous suivrez cet extrait dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande émission d'information sur la chaîne nationale. Ouvrons ce journal par le Forum économique mondial de Davos qui se tient en Suisse. Eh bien, le président de la République a pris la parole ce mercredi du haut de la tribune. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son intervention, a dirigé son curseur sur le thème crucial, la protection du bassin du Congo, considéré comme le plus grand puits de carbone, de dioxyde de carbone de la planète, qui séquestre chaque année 1,5 milliard de tonnes de dioxyde de carbone, contribue ainsi à la manière significative à la régulation du climat mondial. Regardez. Lors de mon intervention au moment de la COP 26 de Glasgow en 2021, j'avais défendu l'idée que la République démocratique du Congo pouvait être un pays solution. Une nation dotée non seulement d'une richesse exceptionnelle en ressources naturelles, mais aussi d'une capacité unique à relever les défis climatiques grâce à des pratiques innovantes et durables. Aujourd'hui, je suis fier de partager avec vous une réponse concrète à cette vision, le lancement de la plus grande réserve forestière tropicale du monde. Cette initiative historique, sans équivalent, transformera non seulement notre paysage naturel, mais également les moyens de subsistance de millions de nos concitoyens. Cette extraordinaire réserve communautaire s'étendra sur plus de 2400 km, reliant le parc national de Virunga à l'extrême est de notre pays, les vastes forêts de l'Ituri et le fleuve Congo de Kisangani jusqu'à Kinshasa. Ce projet vise à protéger les forêts primaires tropicales parmi les plus intactes de la planète, tout en préservant une biodiversité extraordinaire et des espèces fauniques endémiques, incluant les emblématiques gorilles de montagne, l'unique okapi, et une multitude d'autres espèces végétales et animales propres au bassin du Congo. Mais cette initiative va bien au-delà de la simple conservation environnementale. Elle constitue une stratégie globale pour revitaliser notre économie, renforcer nos communautés locales et promouvoir une paix durable dans nos provinces orientales, longtemps touchées par la pauvreté, les conflits armés et l'instabilité. Restons à Davos, où la République démocratique du Congo offre les opportunités pour les investissements dans l'industrie et les PME. Le ministre de l'Industrie, Louis Watum Kabamba, a pris part aux travaux en panel du Forum économique. Les détails avec Yvette Makuntima et Savi Kenina. Prenons part au Forum économique mondial de Davos en Suisse, cadre qui réunit plusieurs décideurs du monde politique et économique, le ministre de l'Industrie et du Développement petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, Louatum Kabamba, a présenté les avancées significatives enregistrées par la République démocratique du Congo dans les domaines industriels et celui de l'entrepreneuriat. 5 projets industriels et dans l'entrepreneuriat, totalisant un besoin en investissement de près de 4 milliards de dollars américains, ont été mis en relief dans les échanges avec les institutions financières. Avec des arguments persuasifs, Louatum Kabamba a réussi à convaincre un certain nombre d'investisseurs à s'intéresser à la RDC.
On en veut pour preuve ces protocoles d'accord signés à Davos avec la société Lithium basée en Californie pour la construction d'une usine des batteries en lithium en RDC. Le patron de l'industrie est donc déterminé à reconstituer les tissus industrie du pays ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat en s'inscrivant dans la philosophie politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Arrivé hier au Vietnam dans la ville dynamique Canto pour participer à la réunion de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a eu des échanges avec son homologue marocain. Les deux personnalités ont évoqué les questions d'intérêt commun, notamment celles liées à la sécurité et aux enjeux socio-économiques entre la RDC et le Maroc. Alim Balaka. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, est depuis le mardi 21 janvier 2025 dans la ville dynamique de Kento au Vietnam pour participer à la réunion de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est engagé à faire entendre la voix de la RDC, un pays qui souffre des conséquences d'une agression injuste et barbare orchestrée par son voisin le Rwanda. Dès son arrivée à Kento, le président de l'Assemblée nationale, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a échangé avec son homologue marocain Rachid Talbi Alami. Ces échanges très constructifs ont permis aux deux autorités d'aborder plusieurs questions d'intérêt commun, parmi lesquelles celles liées à la sécurité et aux enjeux socio-économiques entre la RDC et le Maroc. Sur le plan sécuritaire, Rachid Talbi Alami a fermement condamné la guerre d'agression dont la RDC est victime, l'importance de la solidarité internationale face à de telles atrocités et des violations des droits humains. Vital Kamerhe et Rachid Talbi Alami ont convenu de l'importance de développer une économie durable axée sur l'industrie transformationnelle. Cette approche vise à renforcer les capacités locales et à favoriser un développement inclusif qui bénéficie à l'ensemble de la population. Leurs échanges ont également porté sur des thématiques essentielles telles que l'égalité des genres et l'autonomisation de la jeunesse, en reconnaissant que l'avenir de leur société repose sur l'inclusion et l'égalité des chances. Cette rencontre illustre non seulement l'engagement de ces deux nations à travailler ensemble pour un avenir meilleur, mais aussi leur détermination à défendre les principes de paix, de sécurité et de développement durable sur le continent africain. Investir en RDC, c'est le thème du forum organisé à Paris en France sous le patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement congolais, a pris part à ces travaux aux côtés de Tony Parker, ancienne star de la NBA en B2B et en présence de plusieurs intervenants. Gaëtan Magalano. Des mots pour illuminer l'opportunité d'investir en RDC devant un parterre des investisseurs et invités de marque ici à l'hôtel Renaissance Arc de Triomphe de Paris. Le ministre de la Communication et médias, porte-parole du gouvernement, présente la RDC comme solution au problème de l'humanité. Nous avons la solution aujourd'hui au problème du monde, au problème climatique avec notre forêt. Nous avons la solution au problème de la transition énergétique avec notre cobalt et notre lithium. Nous avons aussi d'autres solutions sur tous les plans et sur toutes les questions qui concernent l'humanité. C'est pour ça que c'était important pour nous de nous associer à cette action qui permette à ceux qui sont intéressés de découvrir ce pays autrement. Placé sous le patronage du président de la RDC et soutenu par l'initiative de Tony Parker, légende de la NBA et ambassadeur de la RDC, ces derniers narrent son expérience personnelle et vend bien l'image du Congo-Kinshasa, le décrivant comme un pays incroyable. J'ai fait plusieurs voyages dans différents pays et c'est au Congo que j'ai trouvé une énergie incroyable, un président qui a une vraie vision. Mon ambition, c'est vraiment de faire parler du pays au niveau international et d'investir aussi dans le pays. J'ai envie de faire une académie, aider dans le sport. L'ambassadeur de la RDC en France, Émile Ngoï Kassongo, invite plutôt la communauté internationale à découvrir un pays en pleine transformation, paradis de l'investissement avec un marché de 100 millions d'habitants. La RDC, grâce à sa position géographique stratégique, s'affirme comme la prochaine grande destination pour les investisseurs du monde entier.
L'éradication totale de l'insécurité caractérisée par le banditisme urbain qui sévit à Lubumbashi et autres secteurs touchés par le phénomène Kuluna, eh bien les élus du Grand Katanga sollicitent l'implication du patron de la sécurité Jacques Chabani. Ce moment de partage d'informations a permis au VPM de l'Intérieur d'exprimer son engagement et sa détermination à mettre fin à l'insécurité. Bobo Moukoudi. Encore une fois de plus, la question de l'insécurité caractérisée par la criminalité et le banditisme urbain s'invite sur la table du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacques Chabani, dans la ville de Lubumbashi et à Kasumbalesa, dans la partie sud-est du Haut-Katanga. La population en détresse pour l'insécurité persistante causée par les gangs communément appelés Kuluna. Préoccupés par cette situation, les élus nationaux de cette province en ont fait part au patron de la sécurité nationale, Maître Jacques Chabani, pour des solutions idoines par l'éradication totale de cette série de criminalités avec l'opération Tobo en vue de mettre la population à l'abri de toutes ces formes de criminalité. Sont-elles victimes à répétition? Nous avons chaque jour, à partir de la base, nous sommes assaillis par des appels de détresse suite à l'insécurité, suite à la criminalité, suite au banditisme urbain. Nos électeurs, nos populations sont attaqués à l'arme blanche et parfois à l'arme militaire. Et nous avons estimé qu'il fallait qu'on remonte également ici au niveau central pour que ces cris de détresse parviennent aux autorités centrales. La vision, c'est que le gouvernement central met en place un programme, sera la loi de la programmation de la police. La police aura sa loi donc de programmation qui permettra à la police de répondre vraiment efficacement à sa mission. Jacques Chabani a indiqué qu'au niveau du ministère de l'Intérieur et Sécurité, toutes les batteries sont mises en œuvre pour doter la police nationale congolaise de moyens de sa politique en vue de mettre fin au phénomène Kuluna. Satisfait pour avoir obtenu les assurances de Maître Jacques Chabani, ces mandataires du peuple ont profité de l'occasion pour lancer un message d'espoir à leur base, appelée à vivre dans la quiétude. Et le Burundi veut pasticher le modèle PDL 145 de la RDC pour son émergence intercommunautaire. Une délégation burundaise en séjour à Kinshasa a échangé avec le vice-premier ministre du plan Guilain Nyembo autour de la question de la mise en œuvre de leur programme d'appui au Burundi. Peggy Mukunda. La mise en œuvre du projet intégral du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, celui du programme de développement local de 145 territoires adopté et apprécié par les pays frères burundais. La République démocratique du Congo a été choisie comme pays échantillon par les Burundis pour l'organisation du programme d'appui à l'émergence intercommunautaire d'ici 2040. Pour ce faire, une délégation burundaise séjourne en RDC conduite par les directeurs des cabinets adjoints du Premier ministre burundais, M. Frédéric Nimubona, a échangé avec le vice-premier ministre du plan, Guilain Nyembo. Le choix a été porté en particulier sur la RD Congo. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour apprendre comment, au niveau du Congo, on a monté, on a financé et on a mis en œuvre le programme de développement local des 145 communes. Notre réunion de travail avec son Excellence et Monsieur le Vice-Premier ministre consistait à un partage d'échanges d'expériences, mais bien entendu des défis rencontrés dans la mise en œuvre du programme de développement local des 145 communes. Accompagné par l'ambassadeur du Burundi en RDC et une forte délégation du programme des Nations Unies pour le développement PNUD afin de discuter des leçons apprises et des défis liés au programme de développement local de 145 territoires. Ces choix judiciaires portés sur la RDC par le Burundi témoignent de l'expérience du gouvernement congolais à travers les ministères du plan dans l'appui et l'accompagnement nécessaire à ces programmes pour le développement communautaire au Burundi. Parlons de ce pacte, un pacte social renforcé dans le respect des engagements pris par le gouvernement central. Le professeur d'université renonce à la grève après avoir trouvé un cadre de dialogue avec la vice-primature de la fonction publique. Jean-Pierre Liaou a également présidé une séance de travail avec l'intersyndicale de l'administration publique. Nadine Kiloso, Cédric Kenina et Moké Manouma.
Dialogue social, le gouvernement maintient le cap de la mise en œuvre des résolutions adoptées lors de la tenue des travaux des commissions paritaires à Bibois. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu successivement des séances de travail avec le banc syndical de l'INAP et de l'ESU. Au cours de ces réunions, mandatées par Madame la Première ministre, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a martelé sur la volonté ferme du gouvernement de mettre tout en œuvre pour répondre aux engagements les uns après les autres et donner des garanties sur la mise en place de la commission de suivi des accords dès la semaine prochaine. Nous nous sommes mis d'accord sur les modalités, le nombre de personnes et tout, et nous sommes convaincus qu'au plus tard la semaine prochaine, le grand comité de suivi des accords sera mis en place et les travaux seront lancés. Cet même exercice a été exercé par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avec le banc syndical de l'ESU qui ont reçu les éléments des réponses convaincants en rapport avec les préoccupations des professeurs les uns après les autres, notamment la question de la mise en place de la commission de suivi des accords. Il nous a été demandé par son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, de pouvoir attendre le début effectif des travaux en début de semaine prochaine. Dans l'entretemps, nous pourrions déjà, en tant que patriotes, chercher à suspendre la grève pour l'intérêt de la jeunesse. En ce qui nous concerne, nous avons souhaité à ce que l'invitation portant début des travaux effectifs nous soit envoyée. Rassuré, le banc syndical de l'ESU s'est engagé à faire rapport à leur base pour lever l'option de la suspension de la grève. Développer les nouvelles opportunités de coopération et de partenariat gagnant-gagnant. Ce sujet était au cœur des échanges entre la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Besti Kazadi, et la chargée d'affaires du Nigeria en RDC. Les détails dans ce reportage de Suzanne Goicheboui. La rencontre était fructueuse. Elle a permis à la chargée d'affaires de l'ambassade du Nigeria en RDC d'exprimer à la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, le souhait de développer une diplomatie économique active visant à établir des partenariats autour des projets de développement. Ces discussions ont mis en lumière la nécessité d'intégrer les économies francophones et anglophones dans le but d'ouvrir davantage les portes à des nouvelles opportunités de coopération. Les deux personnalités ont également mis un accent sur la participation de la RDC au Forum francophone Africa Business prévu du 18 au 19 février prochain à Lagos au Nigeria. Ce sommet est nécessaire car il faudrait faire tomber les barrières de la langue. Il faut que l'Afrique parle en un seul nom, en une seule parole, avec une seule voix, pour qu'on devienne enfin économiquement suffisant, pour qu'on puisse enfin économiquement parler en tant qu'une seule personne et qu'on puisse s'aider, s'entraider pour une Afrique une et indivisible. Le forum réunira des décideurs, des membres de gouvernement, des leaders influents pour discuter sur les opportunités de croissance, des défis à relever et des stratégies à adopter. La ministre déléguée Bestine Kazadi a souligné de l'importance particulière de ce sommet, notamment avec une session dédiée aux femmes et à leurs défis dans le monde des investissements. Le PAM, l'OMS et l'UNICEF volent au secours des personnes vulnérables, veuves, orphelins, femmes victimes de la guerre dans l'est du pays. L'annonce a été faite à la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, par une délégation de l'ambassade des États-Unis. Nathalie Aziza Mounana a tour à tour reçu la délégation de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Lucy Tamlane, venue apporter le soutien des USA à la RDC à travers le programme de l'UNICEF, le PAM, l'OMS. La ministre des Affaires sociales a présenté ces domaines d'action prioritaires en faveur des orphelins de guerre, les femmes, notamment les veuves militaires, les filles mères et victimes de violences, les déplacés internes. Les deux parties ont promis de raffermir leur collaboration. Nathalie Aziza Mounana a accordé une audience à la délégation de la Croix-Rouge RDC, venue présenter à la ministre des Besoins humanitaires de l'institution pour cette nouvelle année et voir dans quelle mesure le gouvernement peut les accompagner. Nous sommes venus voir son Excellence Madame la ministre des Affaires sociales, c'est pour parler de la Croix-Rouge et des liens que nous avons avec le ministère des Affaires sociales, parce que vous savez bien que les activités que nous menons
dans le pays. Les actions vont tout droit aux vulnérables. La délégation a remis à la ministre des Actions humanitaires un document présentant la Croix-Rouge RDC, les statistiques des activités de 2024, l'occasion pour l'institution d'exprimer ses attentes pour 2025. Ceci traduit en effet l'accompagnement de son ministère aux actions de la Croix-Rouge RDC et Croix-Rouge internationale. Des cas de malnutrition ont été observés dans la province de Kwango Espace Grand Bandundu. Une 50aine de morts a été enregistrée. Une collecte de fonds a été lancée à cet effet. Béatrice Chako. Plus de 37 000 enfants de 0 à 5 ans souffrent de malnutrition aiguë et 214 000 atteints de la malnutrition chronique dans le Kwango. Pour sauver des vies de cette population vulnérable dans ce coin du pays, Valérie Samboula et Sylvie Koussoba ont lancé la collecte des fonds et dons en vivre et non vivre ce mercredi. Toute personne de bonne volonté vivant au pays et ailleurs est priée de soutenir cette initiative salvatrice. La population est en pleurs. Il est temps d'agir pour les sauver et arrêter cette calamité qui risque d'emporter toute notre population. Nous avons mis un comité restreint en place tant à Kin qu'en province qui sera élargi en son temps pour la collecte des fonds, pour la sensibilisation, l'élaboration de la feuille de route, les suivis et l'évaluation des activités. Sur l'éveil de conscience, la compassion, solidarité, pour pouvoir venir en aide à notre population. À noter que cette contribution matérielle ou financière sera apportée au siège de la NSCC situé sur l'avenue Yongo au numéro 21 derrière l'Athénée de la Victoire. Pacification de la partie est de la RDC en particulier et de la sous-région en général. Le forum des parlementaires de la CIRGEL adhère à l'approche de la diplomatie parlementaire. La présidente de cette plateforme et speaker de la Chambre basse du Parlement zambien l'a souligné lors de son entretien avec quelques ambassadeurs accrédités à Kinshasa, Fifi Mukundi et Joséphine Liondo. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, les forums des parlements de la conférence internationale sur la région du Grand Lac s'épanchent sur la question. La présidente en exercice de cette plateforme parlementaire et quelques ambassadeurs de pays membres de la CIRGEL en poste à Kinshasa ont harmonisé leurs vues dans l'objectif de travailler en faveur du retour de la paix dans cette partie de la RDC. Les diplomates de 5 pays de la CIRGEL sur 12 que compte cette organisation ont pris part à ces échanges, à savoir le Kenya, l'Ouganda, le Soudan, le Burundi et la Zambie. Nous assistons aujourd'hui à l'escalade de la situation où une partie belligérante est en train de continuer à aller en guerre alors qu'il y avait un cessez-le-feu qui était signé à partir du 8 août 2024. Alors je pense que c'est le moment et pour la médiation congolaise et pour d'autres parties prenantes de reprendre la voie pour la paix. Dans sa démarche, Nelly Mutetete Kachumba, présidente actuelle du FPCIRGEL et speaker du Parlement de la République de la Zambie, attend apporter une touche de la diplomatie parlementaire dans la médiation des conflits dans la sous-région. Et le président de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Jean-Michel Samalou Kondé Kenge, a présidé hier dans la salle des spectacles du Palais du Peuple la cérémonie d'échange de vœux entre les membres du bureau du Sénat, les cadres et agents ainsi que le personnel politique et d'appoint des cabinets des membres du bureau. On fait le point avec Janine Kalenga, bienvenue Sala et Julien Piana.
L'honorable Jean-Michel Samalukonde Kenge et son bureau déjà à pied d'œuvre pour des solutions aux multiples préoccupations des cadres et agents de l'administration de la Chambre haute du Parlement. À l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux que le speaker de la Chambre haute du Parlement a lui-même présidé dans la salle des spectacles du Palais du Peuple, le secrétaire général du Sénat, Jean-Moukwala Bateke, a eu de mots justes pour exprimer au nom de tous les personnels administratifs ce vœu de nouvel an au président Samalukonde et à tous les membres de son bureau. Il a réitéré la détermination et l'engagement de l'administration d'accompagner le bureau et de lui permettre de mieux remplir sa mission. Pour sa part, le président Samalukonde a formulé ce vœu de bonheur, de santé et de paix pour la nouvelle année 2025, tout en prenant acte des préoccupations exprimées par l'administration du Sénat. Le président Samalukonde et tout son bureau se disent conscients du fait que l'administration constitue les socles des activités parlementaires et que sans une administration dynamique et permanente, l'efficacité du Parlement se retrouve dangereusement compromise. Il a par ailleurs annoncé le début des solutions à certaines préoccupations exprimées par l'administration du Sénat. Certaines préoccupations soulevées lors de la rencontre du 11 octobre 2024 ont trouvé un début de solutions dans la mesure de ressources disponibles malgré le fait que le bureau de la Chambre des sages avait pris ses fonctions à la fin d'un exercice budgétaire. On note la mobilité des agents et cadres de l'administration du Sénat, l'autorisation de la mise à disposition de l'administration par la questure pour la validation du cadre organique de l'administration du Sénat. Le processus est déjà engagé et n'a pas encore abouti. Pour Samalukonde, il est indispensable que les responsables de l'administration et ceux du syndicat s'investissent davantage dans la tâche de conscientisation du personnel pour un travail efficace et bien fait au niveau de la Chambre haute du Parlement. Pour immortaliser cette cérémonie, un cadeau a été offert au président du Sénat par les membres de l'administration. Et cette question, quelles sont les raisons de la fermeture des musées de Bandundu-Ville et celui d'Inongo? Pour en avoir le cœur net et les plus amples explications, l'honorable Aimé Pascal Mongo, élu d'Inongo, a initié et déposé à l'Assemblée nationale une question écrite. Eugénie Chabani. Les musées de la ville d'Inongo dans la province de Maïndombe et celui de Bandundu-Ville dans la province de la Kwilu sont fermés officiellement. C'est sur instruction du directeur général intérimaire de l'Institut des musées du Congo. Cette situation préoccupe au plus haut point l'honorable Aimé Pascal Mongo, l'élu d'Inongo, qui tient à rétablir les personnels de ces deux entreprises dans leurs droits. Ce qui a motivé sa question écrite déposée à l'Assemblée nationale pour s'enquérir de la situation. Son action s'inscrit dans le cadre du contrôle parlementaire avec comme soubassement l'article 189 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Il y a un DG AI qui a reçu l'instruction de sa hiérarchie, je parle de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, interdisant au DG de poser des actions parce qu'il est DG AI. Mais les informations que j'ai recueillies indiquent que le DG a pris le risque de prendre une décision de fermer le musée national d'Inongo ainsi que celui de Bandundu-Ville. Et donc, lorsqu'il ferme le musée, ça veut dire qu'il renvoie les gens au chômage. Ça veut dire qu'il travaille en contradiction avec la vision du chef de l'État. C'est pourquoi je l'ai interpellé. En déposant cette question écrite, j'attends de lui des réponses. Je suis membre de la commission ECOFIN. Je sais que les budgets ont été positionnés pour que ces gens soient payés. Ils ont toujours touché leur salaire. L'Institut des musées nationaux du Congo, dépositaire des patrimoines matériels et immatériels du pays, est sous tutelle du ministère de la Culture, Art et Patrimoine. Jules Alingete, l'inspecteur général de l'IGF, sera à l'Université internationale de la paix dans les tout prochains jours pour défendre sa thèse sur place. Les préparatifs se font déjà pour ce rendez-vous scientifique. Regardez. En prévision de l'organisation à Kinshasa d'une séance académique de l'Université internationale de la paix, au cours de laquelle l'inspecteur général des finances Jules Alingete Kei va défendre une thèse sur le thème « La corruption frein au développement d'une nation », une délégation du Conseil universel pour la paix des nations et continents qu'il PAC en sigle a eu une séance de travail au Parlement européen à Bruxelles le vendredi 17 janvier 2025. J'ai été
retenu. Et c'est un honneur pour moi de finalement parler de la corruption, de la paix, notamment lors de cette organisation, de cette conférence, donc on a dit CULPAC, le 27 février au Congo, à Kinshasa. Pour sa part, le directeur général du CULPAC, Daniel Santoubiko, est plus que satisfait pour l'organisation de ce rendez-vous. Ce matin, on a été avec Madame la députée, Madame Joron, qui a donné aussi ses appréciations et des lignes de conduite que nous devons suivre pour cela. Donc ça sera animé par M. Gilles Alinguete-Kei, qui est l'inspecteur général et chef de service de finances. Donc c'est l'événement qui aura lieu pour la première fois, là où on va parler de la corruption. Parce que c'est tellement important, c'est ce qui gangrène l'Afrique. Et il viendra, et la délégation européenne soutient cela, parce que c'est ça, ce qui sera le développement de l'Afrique et pourquoi pas la République démocratique du Congo. Et cette page noire pour finir, décédé en Belgique le 8 décembre dernier, le corps de Doudou Adoula, animateur de l'orchestre Zaiko Langalanga Kolomboka, a été rapatrié à Kinshasa hier dans la soirée de l'aéroport international de Njili, direction la morgue de l'hôpital de Saint-Cantonnaire où le président Jossar Nyokalongo, les membres de Zaiko et les mélomanes l'ont accompagné la dépouille. Doudou Adoula, pour rappel, a révolutionné l'animation dans la rumba congolaise pendant 37 ans. Yvette Makuntima. Sous les bruits assourdissants de l'aéronef de Bruxelles Airlines, la dépouille mortelle du célèbre animateur des Zaiko Langalanga Kolomboka, Doudou Adoula Monga, atterrit à l'aéroport international d'Njili. Il est 21h30, heure de Kinshasa. Sur les tarmacs, difficile de retenir ses larmes, d'autant plus que les images de cet artiste de renom défilent encore dans la mémoire collective des mélomanes. Un moment qui replonge encore un peu l'assistance dans une profonde tristesse, mais plus particulièrement les présidents de ces groupes musicaux, Jossar Nyokalongo. Célèbre animateur communément appelé Atalakou et chef d'orchestre du mythique groupe Zaiko Langalanga Kolomboka, Doudou Adoula Monga a été sans conteste cette source intarissable à travers son sens inné de créativité. C'est dans ces climats pesants et moroses que le cortège de la dépouille mortelle a pris la direction de l'hôpital du Cinquantenaire où une foule de mélomanes, membres de sa famille et autres se sont convergés pour accompagner les derniers instants de Doudou Adoula Monga. La cérémonie des derniers hommages interviendra le samedi 25 janvier 2025, date qui verra Doudou Adoula Monga faire son entrée au panthéon des grands noms de la musique congolaise. Et pour boucler ce journal, cet avis de recrutement d'un secrétaire technique adjoint chargé de questions juridiques, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH-RDC, recrute un secrétaire technique adjoint en charge des questions juridiques. Le candidat à ce poste doit être détenteur d'une licence en droit ancien programme délivrée par une université agréée par l'État congolais ou d'un titre équivalent délivré par une université étrangère. Il doit justifier d'une expérience de 10 ans en tant que juriste, chercheur ou praticien du droit, avoir une excellente maîtrise de l'environnement législatif congolais, avoir travaillé dans le domaine de droits de l'homme. Les dossiers de candidats doivent comprendre les éléments ci-après: une lettre de demande adressée au président de la CNDH, un curriculum vitae, une lettre de motivation, une copie de la carte d'électeur ou du passeport, les photocopies des diplômes. Le dossier de candidature doivent être déposés au plus tard
du 22 au 28 février 2025, siège de la CNDH ou envoyé par mail aux adresses suivantes. Siège national 38 boulevard du 30 juin, référence à Ribatetela, Kinshasa, Gombe, ou par mail kimbumbu 1966@gmail.com. Fait à Kinshasa le 30 janvier 2025. Maître Kimbumbu Dido Didier, rapporteur. Voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci.